Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette heure de décryptage de l'actualité africaine. Vous êtes dans l'Africa Newsroom, bienvenue. Voici les titres de l'actualité. Alors qu'une nouvelle trêve a été signée en décembre au Soudan du Sud entre le camp du président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Cet accord de cessez-le-feu ne cesse d'être violé. Une sortie de crise est-elle encore possible au Soudan du Sud, ravagé par la guerre civile depuis 2013? C'est la question au cœur du débat de ce soir. Dans l'actualité également, le gouvernement tchadien qui mise sur les énergies renouvelables avec une priorité toute particulière accordée au solaire. Le Tchad qui bénéficie en effet d'un excellent potentiel. Et dans notre Zoom culture et société, l'Afrique face à la pauvreté infantile. Aujourd'hui, près de 240 millions d'enfants sont exposés à la faim et à la maladie. Parmi eux, beaucoup d'orphelins. C'est précisément le cas en Ouganda où leur nombre varie entre 400 000 et 1 million. Voilà donc pour les titres et pour m'accompagner dans cette émission. Avec moi sur ce plateau, Anne-Marie Kofiko-Adiobla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit, merci d'avoir accepté notre invitation. Lui Komayou est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors lui Komayou, journaliste. Jean-Marie Bitomo est également avec nous. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs et je pense bien Alfred. Tout de suite, l'actualité politique. Un conflit oublié et pourtant il continue de faire depuis 2013 des centaines de milliers de morts. Il s'agit de la guerre au Soudan du Sud, une guerre sur fond de rivalité politico-ethnique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les Sud-Soudanais peuvent-ils encore espérer un cessez-le-feu durable alors que le nouveau cessez-le-feu signé en décembre ne cesse d'être violé? C'est justement la question que l'on se pose ce soir. Mais avant d'en venir au débat, voici le sujet de Hadijatou Badawi. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu le 24 décembre 2017 entre le gouvernement et les groupes rebelles. Les combats continuent dans ce pays dont l'indépendance a été proclamée en 2011. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de 3 jours effectuée par le président Salva Kiir à Pretoria, en Afrique du Sud. Il sollicite l'implication de l'Afrique du Sud dans le processus de paix. L'Afrique du Sud a une implication très étroite, une proximité très étroite sur le processus de paix au Sud-Soudan. Que ce soit les négociations, que ce soit le dialogue de réconciliation nationale, le gouvernement de Jacob Zuma a depuis le début de la crise en 2011 entretenu une implication très marquée. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui oppose le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir à une rébellion dirigée par l'ex-vice-président Riek Machar. Les autorités sud-soudanaises attendent beaucoup de l'Afrique du Sud, qui fait partie des principaux négociateurs pour la paix menée par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les pourparlers, que ce soit au niveau politique entre les factions rivales, que ce soit entre les formations politiques dans le pays, l'Afrique du Sud a un rôle déterminant dans tous ces processus. Deuxièmement, dans le processus de paix, vous savez que sans quiétude sociale, il n'y a pas de processus de paix. Sans économie, sans une population nourrie, il n'y a pas de paix. Donc l'Afrique du Sud est également un de ses partenaires qui contribue à l'aide alimentaire. Précisons que les responsables sud-africains et sud-soudanais ont également discuté de la possibilité de remplacer Cyril Ramaphosa, président de l'ANC en tant qu'envoyé spécial au Soudan du Sud, en raison de ses multiples fonctions. Le deuxième cycle du processus de paix revitalisé de l'autorité intergouvernementale pour le développement aura lieu à Addis Abeba à partir de la première semaine de février 2018. Les médiateurs essaieraient de convaincre tous les antagonistes de rendre permanent le cessez-le-feu de décembre. Alors, les tentatives pour ramener la paix au Soudan du Sud ont été nombreuses. Alors, dernier accord en date, il a été signé en décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'Union africaine, mais il a été violé à peine 24 heures après sa signature. Est-ce que, Anne-Marie, ces multiples violations des cessez-le-feu ne montrent pas finalement un gouvernement qui n'est pas encore clairement apte à négocier et surtout à faire des compromis? Le problème se pose, est-ce qu'il y a déjà eu un accord? Est-ce que
toutes les dispositions de ces accords-là ont été consenties par les parties en présence. Il va sans dire que s'il y a certaines dispositions de cet accord qui n'ont pas été du goût d'une partie en présence, elle va certainement la violer. Mais ça pose aussi l'implication de l'Afrique du Sud dans le processus de paix au Soudan du Sud démontre aussi le poids de l'Afrique du Sud sur le continent, parce que dans plusieurs conflits tels que notamment en Côte d'Ivoire, en 2005, au Burundi un peu, dans certains pays, l'Afrique du Sud a développé un mécanisme de règlement et de prévention des conflits. Dans certains pays, ça marchait, mais au Soudan, ça fait longtemps. Bien avant l'indépendance du Soudan du Sud, depuis 2002, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'un accord avait été signé en présence de l'ex-président Thabo Mbeki et de l'actuel président Jacob Zuma. Donc, la violation des accords pose aussi le problème de est-ce que ça veut dire qu'il y a... Est-ce que ça signifie une remise en cause aussi du médiateur? Donc, il faut... Est-ce que ça ne serait pas aussi peut-être, et là je m'adresse peut-être à vous, Louis Kemayu, un problème dans l'accord en lui-même? On sait que quand il a été signé, ça a été sous la pression de la communauté internationale, notamment des États-Unis. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir finalement cet accord-là? Moi, cette crise au Soudan du Sud m'interroge sur deux aspects. Peut-être même trois. Le premier, c'est déjà sur le fait que l'on ait décidé unilatéralement, et quand je dis on, il s'agit de l'administration des États-Unis, qui a décidé que le Soudan était trop grand et que quand on a des zones en conflit comme celle-là, on peut s'appuyer sur l'argument de la religion pour régler le problème. C'est comme ça que la droite américaine, la droite religieuse chrétienne, a d'abord en Ouganda, puis au Soudan, instaurer un virus qui aujourd'hui on ne peut pas l'extirper du Soudan du Sud comme d'un coup de baguette magique. C'est pas possible. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'Union africaine qui a complètement délaissé la gestion de cette crise, qui est quand même une crise très profonde. La loi, enfin la règle sur l'intangibilité des frontières a été énoncée dès la création de l'Union africaine. Le plus simple, c'était de s'en tenir à cela. Et c'était la règle, c'était l'obligation de l'Union africaine de faire en sorte que cette règle soit respectée. Elle a failli à sa mission en acceptant l'indépendance du Soudan du Sud. Et le dernier point, c'est par rapport aux problèmes ethniques au sein même du Soudan du Sud. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des différends politiques, on n'est pas sur des différends religieux, on est sur des différends ethniques, on est sur des différends liés au partage, à la redistribution des fruits de la croissance, et certaines ethnies estiment qu'elles sont lésées dans ce combat et donc utilisent l'argument de la crise politique pour essayer d'obtenir davantage que ce qu'elles ont. Or, le Soudan du Sud reste encore dans une dépendance, qu'elle le veuille ou pas, vis-à-vis du Soudan traditionnel, qui est celui de la raffinerie, d'abord de son pétrole, ensuite de sa sortie par rapport à Port-Soudan, d'où sort tout le pétrole, et du Nord-Soudan et du Sud-Soudan. Donc, cette crise a plusieurs aspects, et malheureusement, on essaie à chaque fois de l'utiliser, de régler ce conflit par un petit bout qui est réducteur et qui ne peut évidemment pas être la bonne clé de résolution de la crise du Soudan. Jean-Marie. Vous savez, la situation du Sud-Soudan ne peut pas du tout se stabiliser parce que vous avez des intérêts extérieurs qui sont énormes. Lui vient de parler là tout à l'heure, si vous voulez, de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire, on a un droit international. Sur ce droit international-là, depuis que les Nations Unies ont été constituées, cette intangibilité des frontières-là est relativement respectée dans les pays africains en tant que telle. Sachant très bien que la déstabilisation venant de l'extérieur, quand les États-Unis prennent cette décision-là, les États-Unis voient tout simplement l'intérêt, c'est de pouvoir exploiter le pétrole qui se trouve au Soudan du Sud. Ce qui arrive là, si vous voulez, c'est tout simplement... Pour moi, c'est de la rustine. Dès l'instant que vous avez deux factions rivales qui se trouvent en face, vous avez Salva Kiir qui est là et vous avez son ancien Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer? Tous les deux sortent de la rébellion contre le Soudan du Nord en tant que tel. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas régler cette problématique-là tant qu'il n'y a pas une redistribution qui soit une redistribution juste
entre, comment dirais-je, les factions du Soudan du Sud. Donc à partir de là, on peut traîner sur les cessez-le-feu. Vous n'aurez jamais de cessez-le-feu, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que cette sécession-là a eu lieu sous la houlette des pays étrangers en tant que la Chine, les États-Unis dont tu viens de parler. Donc à partir de là, tant que vous n'avez pas l'Union africaine qui se lève et qui se dise que nous prenons nos responsabilités en Afrique, les crises comme ça vont traîner, si vous voulez, en longueur. Il faudrait que l'Union africaine, c'est-à-dire se dote d'une armée qui soit capable de pouvoir intervenir dans les États africains en tant que tels. Et tant que nos dirigeants ne le comprendront pas, nous aurons tout le temps, si vous voulez, toutes ces conflits-là qui obèrent la croissance de tout le continent en tant que tel. Du moins, l'ensemble du continent, à l'exception de quelques pays qui sont stables. Des pays dans lesquels vous avez déjà la démocratie qui joue son rôle pleinement. Et à partir de là, vous avez quoi? Vous avez une alternance qui s'effectue dans cet État-là. Vous avez le Ghana, vous avez des pays comme le Burkina Faso qui est sorti. Donc, sinon, si l'Union africaine et les Africains sont là à regarder seulement que l'extérieur vienne intervenir sur nos problèmes, vous savez, dans les relations internationales, vous n'avez jamais d'amis. Les relations entre les États, ce sont des relations d'intérêt, c'est tout. Louis. Et puis on ne partage que ce qu'on a. On ne partage pas la pauvreté. On l'a subie, mais on ne la partage pas. Et je pense que c'est une phrase d'ailleurs de Houphouët-Boigny, on ne partage que la richesse. Et donc malheureusement, ces pays-là, en se divisant, ne comprennent pas que l'intérêt aujourd'hui est dans les grands blocs. Et les grands blocs, ce n'est pas que les blocs régionaux. L'Union africaine, certes, doit être forte, mais les pays aussi doivent être consolidés dans ce qu'ils sont. Et la preuve par rapport à cela, c'est que les identités en Europe qui commencent à s'exprimer très fort, comme en Espagne avec les Catalans, ou en France avec les Corses, ces identités-là sont contenues parce que l'Europe comprend que ce n'est pas son intérêt d'avoir autant de délitements en son sein. Tout à fait. Mais Anne-Marie, est-ce que véritablement le gouvernement sud-soudanais veut vraiment cet accord? Parce qu'on sait qu'à plusieurs reprises, les troupes loyalistes ont violé cet accord. Donc on se pose quand même aussi la question. Mais moi, je pense que le conflit au Sud-Soudan est un problème personnel, comme Jean-Marie et Louis viennent de le dire. C'est un problème personnel qui n'a pas pu être maîtrisé et qui a débordé, qui est devenu un problème étatique. La communauté internationale a sous-estimé l'ampleur du conflit. Moi, je pense que d'abord, c'est l'organisation régionale à laquelle appartient le Soudan qui a démissionné. Et en étendant un peu le tourbillon, on a l'Union africaine et les Nations unies. Parce que comment se fait-il que... Oui, c'est bien plus difficile, mais ça pose aussi le problème de l'alternance en Afrique. Pourquoi? Parce que son vice-président a nourri l'appétit de pouvoir briguer à la présidence. On ne peut pas rester à vie au pouvoir. C'est parce qu'il a nourri un appétit présidentiel que... Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un problème personnel qui n'a pas su être maîtrisé, mais ça pose aussi le problème de la démission, la problématique de la démission de l'Union africaine. Et pourquoi Jean-Marie parle de la création de l'armée de l'Union africaine? Il n'y aura jamais d'armée parce qu'il y a des États qui sont en délitement, qui ont failli, qui n'arrivent même pas à payer. Ça n'empêche pas pour autant de poser, si vous voulez, le principe sur la table. Oui, mais le principe fait partie de l'acte constitutif de l'Union africaine. Mais les États n'arrivent pas à payer. Il y a certains États qui n'arrivent pas à payer leurs cotisations. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, Madame Kofi. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas, si vous voulez, évacuer le principe en tant que tel. S'il s'agit de créer une armée africaine, même si la cotisation ne concerne pas tous les États, mais les États riches peuvent commencer à y contribuer en tant que tel. Et à partir de cet embryon-là, on va développer cette armée-là. Quand vous parlez d'État riche, vous faites allusion à quel État? État africain ou bien aux puissances? Je vous parle des États africains, je ne vous parle pas des puissances occidentales. Je suis tout à fait d'accord avec vous que nous n'avons pas de fonds. J'ai ce problème-là en tête, je ne l'oublie pas. Les fonds, c'est-à-dire pour pouvoir constituer, sans une stabilité sur notre continent. Moi, je pense que c'est un problème politique, c'est un manque de volonté politique, voilà. Parce que la sécurité dépend de l'existence des États. Exactement. Donc, s'ils sont là, cette sécurité conditionne le développement des États. Bien sûr. C'est ce que les gens ont dit. Louis Kemayu. Et pour en revenir à la crise en elle-même et à ses acteurs locaux, le problème aujourd'hui, ce n'est pas celui de savoir si l'Union africaine ou n'importe quel autre interlocuteur externe peut résoudre le problème. Il peut faciliter la rencontre entre les différents acteurs, mais tant qu'ils n'auront pas la volonté en eux-mêmes d'aller apaiser la situation, que ce soit au sein de leur communauté ou au plus haut niveau de l'État,
il n'en sera rien. Ce seront des coups d'épée dans l'eau qui seront dispensés. Et donc, le premier problème aujourd'hui, c'est que les autorités du Soudan du Sud ne veulent pas s'entendre. Et elles sont instrumentalisées d'abord par le Soudan de Béchir, ensuite par certains voisins immédiats, l'Éthiopie et d'autres, qui trouvent leur compte à ce qui est ces rivalités-là. Donc aujourd'hui, on a des pantins à la tête du Soudan du Sud qui sont en train de mettre leur pays à feu et à sang et appellent des pompiers à l'extérieur. C'est eux les premiers pompiers. Puisqu'ils sont les pyromanes d'ailleurs. C'est eux qui ont créé cette scission-là. Bien sûr. Comme vous dites, c'est eux qui ont créé cette scission-là. Parce que si le Soudan du Sud, bien sûr, avec une intervention extérieure, ne s'était pas, si vous voulez, battu pour faire sécession d'un État. Le Soudan, c'était un État, bien que la situation n'était pas stable, mais là où nous en arrivons aujourd'hui, c'est quand même assez dramatique par rapport à ce Sud-là. Parce que les rebelles, quand ils ont demandé la scission, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se disaient que le Soudan du Sud a suffisamment de pétrole, donc on va exploiter ce pétrole-là, et les puissances internationales sont tombées, c'est-à-dire ont poussé, ont instrumentalisé, comment dirais-je, ces factions-là pour pousser vers la scission. Et comment voulez-vous que vous ayez, au niveau interne, vous n'avez pas le même accord? Il y a Mme Kofi qui a dit tout à l'heure que dès l'instant que vous avez dans les factions, il y a tel qui veut prendre le pouvoir. Donc, pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement, c'est-à-dire prendre les armes en tant que telles. Donc c'est cette prise des armes-là qui est financée, même quand on regarde au fond par l'extérieur, en tant que telle. Il faut que nous disions les choses telles qu'elles sont. Et le dernier acteur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très très présent, c'est la Chine, qui aujourd'hui est très présente d'abord au Soudan traditionnel, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais au Soudan traditionnel, Soudan du Nord, et qui est également présente au Soudan du Sud. Peut-être c'est lui qui arrivera à faire le juge de paix entre les deux, parce qu'il a des intérêts économiques très forts dans les deux Soudans. Donc, mais moi, je ne compte pas sur la Chine parce que la Chine, à partir du moment où elle trouve son compte, elle préfère ne pas s'impliquer dans la politique nationale des États. De toute façon, c'est la stratégie chinoise dès le départ. Les Chinois vont en Afrique, ils l'ont dit clairement, nous allons en Afrique pour le business, la politique, on n'y intervient pas. Ça, c'est clair. Par ailleurs, quand même, une question sur cette rencontre entre le président Salva Kiir et le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Est-ce que c'est le bon interlocuteur actuellement quand on sait la situation dans laquelle se trouve Jacob Zuma avec cette possible démission qui se profile quand même? Disons que pour l'instant, il n'est pas tombé. Donc, il reste l'interlocuteur puisque c'est lui le président de l'Afrique du Sud et que dans quelques mois, il passera la main. Mais tant qu'il n'a pas passé la main, c'est lui l'interlocuteur. De façon générale, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays stables, à l'exception d'un pays comme la France où les élections se sont bien passées, les partis traditionnels se sont affaissés. Il y a très peu de pays aujourd'hui où l'on bénéficie de cette stabilité-là. Non seulement la crise économique est passée par là, les différentes crises de 2007 et leurs conséquences avec les subprimes, mais également au niveau de la légitimité, il y a beaucoup de leaders qui ont perdu en légitimité, non seulement en interne, mais également au niveau régional et sous-régional. Ils ne sont plus capables aujourd'hui d'avoir la même autorité que par exemple, un Houphouët-Boigny dans les années 80 ou un Bongo père dans les années 70-80 également. Donc on n'a plus ces grands leaders forts dont la parole suffisait pour ramener la paix dans les pays voisins. Et donc, vu qu'il n'y a plus cela, c'est aux acteurs nationaux de proximité de faire l'effort utile pour que tout s'arrête au bon moment. Car effectivement, c'est un conflit qui menace véritablement toute la région. Oui, moi je dirais, je ne sais pas si je peux appeler ça un bon interlocuteur, mais il connaît le dossier depuis 2000 ou 2002. Donc je pense qu'il est mieux à même de... il a d'autres préoccupations actuellement. Voilà. Oui, mais il n'empêche qu'il connaît, c'est pas... Je suis d'accord avec la médiation internationale, si vous voulez, vous prenez l'Afrique du Sud en dehors, là nous parlons d'un État. L'État c'est quoi? C'est la continuité de l'État quelque part. Comme lui le disait, même si Zuma s'en va, l'Afrique du Sud, c'est pas pour autant, c'est pas parce que Zuma va partir qu'on va perdre, comment dirais-je, les négociateurs qui sont les facilitateurs qui sont envoyés, comment dirais-je, au Soudan du Sud. Moi, mon doute porte sur le fait que l'Afrique du Sud s'est énormément recroquevillée sur elle-même. Qu'on le veuille ou pas, c'est le constat qu'il faut tirer. Elle a pendant longtemps été soutenue par la plupart des pays africains et elle est aujourd'hui la première puissance économique du continent africain, mais qui n'assume pas son leadership, ni économique, ni politique, et encore moins diplomatique. Parce que l'idée de la 6e diaspora, elle est née au sein de l'Union africaine et il y avait
une rivalité même entre l'Afrique du Sud et la Libye sur ce terrain. Mais après, quand Kadhafi a disparu, l'Afrique du Sud a pratiqué une espèce d'autarcie qui fait qu'aujourd'hui, elle ne regarde plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est un peu logique, Louis, parce que tout simplement pourquoi l'Afrique du Sud dont on parle, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, il y a Mandela qui est arrivé. Mandela, on a cru que Mandela allait tout stabiliser en Afrique du Sud. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que principalement le parti principal que nous connaissons, qui est l'ANC. L'ANC se trouve maintenant avec des crises sociétales. C'est même pas de la société, des crises sociétales. Donc à partir de là, quand on parlait de l'Afrique du Sud en tant que leader, quand Mandela y était, bon, les gens, vous avez la personnalité dont on parlait tout à l'heure, mais le problème, c'est que vous avez des problèmes sociaux énormes en Afrique du Sud qu'il faut combler, ne serait-ce que sur le plan interne, parce que moi, je dirais qu'au départ, c'est-à-dire la mandature de Mandela était une mandature qui visait, comment dirais-je, à assainir la scène politique en tant que telle. Mais malheureusement, les problèmes sociaux n'ont jamais été réglés en Afrique du Sud en tant que tel. On peut voir ce qui se passe, donc ce qui fait que le fait que, Louis, vous soulignez que l'Afrique du Sud s'est recroquevillée, c'est tout à fait logique. Il faut s'occuper des problématiques internes qui sont des problématiques très très lourdes pour l'Afrique du Sud. Moi, je vois au niveau de l'éducation. Vous voyez, quand vous regardez l'Afrique du Sud, au niveau de l'éducation, les Noirs ne vont pratiquement pas à l'école. J'en parlais, comment dirais-je, on en parlait sur le plateau il y a quelques temps là, où l'Afrique du Sud se décide à instaurer la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité de l'enseignement-là qui va vers les Noirs, la majorité de la population. Donc, alors, moyen pour pouvoir intervenir à l'extérieur. Un dernier mot peut-être, Anne-Marie Kofi Kouadio. Je pense que ce que Jean-Marie dit est avéré, parce que si moi je suis en paix, je peux aider ceux qui ont des soucis, mais si moi-même j'ai des problèmes domestiques, je privilégie mes problèmes internes. Donc, mais même malgré ça, je pense que l'Afrique du Sud fait du mieux qu'elle peut par rapport à d'autres pays qui se contentent d'assurer le strict minimum. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.